Salut à tous, épisode 8 avec Lampre Abarth. On est donc sur une deuxième année de carrière, hein, vous le savez, sur Pro Cycling Manager. Et ici, il va y avoir un intérêt particulier à démarrer le Giro après avoir réglé les affaires courantes. Vous allez voir qu'elles peuvent être intéressantes aussi. À l'heure des bilans, puisque la saison des classiques s'est achevée, on voit que les vainqueurs Bettiol, Asgreen, Pidcock sont valeureux. Tout ça c'est acquis de haute lutte, notamment la victoire d'Asgreen à Roubaix, où on est rentré à 3 sur le vélodrome avec Van der Poel et Wout van Aert, et puis ensuite au sprint, mais finalement c'était celui à qui il restait le plus d'énergie, à qui la victoire est allée. Après c'est sûr qu'à Liège on a peut-être un petit sentiment de déception, mais on n'a pas pu faire mieux que troisième avec Aranburu. J'aurais adoré lui offrir celle-là, mais Thomas Pidcock et aussi Pogacar, qui l'a bien emmené, même s'il n'est pas top 3, était trop fort. Chez Moseux aussi bien présent. Bon, voilà, pas grand-chose à dire. Après, sur les classiques, un tout petit peu moins importante que les monuments, mais fondamentale tout de même, on a assisté à une sublime victoire pour Romain Grégoire, lequel s'avère vraiment bondissant dans cette deuxième saison de carrière, et ainsi il a avalé le mur de Huy en laissant tous ses poursuivants et concurrents à bonne distance. Voilà, on voit encore Kjell Moseux qui était bel et bien présent. On notera la place de Pogacar, et il y a encore pour nous un top 10, mais pas mieux, c'était trop difficile, on ne pouvait pas aller chercher mieux. Et puis sinon, sur les tours, World Tour, les épreuves par étapes, le résultat parle de lui-même. On va aller en Romandie là juste après, mais Vingegaard, Pogacar, et puis sinon on a réussi à en arracher 3. Bon, je compte pas le Santos Down Under, parce que pour moi il compte pas vraiment. Voilà. Et 3 objectifs plus ou moins réussis, on va dire, à pas grand chose près, puisque l'Estrade Bianchi, on était encore un tout petit peu juste, mais on n'était pas loin de le réussir. Faut dire, la victoire était dure à avoir face à Pogacar à l'époque. Ok, je vais vous proposer ici du Tour de Romandie, mais non sans avoir un tout petit peu réajusté les choses en termes de planif et d'organisation. C'est-à-dire que quand on a terminé cette période des classiques là, on a une meilleure visibilité à la fois sur le tempo de préparation des uns, sur qu'est-ce qui manque comme point de forme ou de course ou de stage pour d'autres, et puis aussi saisir une petite opportunité. Je me dis, allez, mince alors, Lutsenko et Aranburu, finalement je vais les emmener en Romandie, donc je vire Privitera et Charmig, qui sont un peu plus des variables d'ajustement. Sur ce coup-là, je suis un peu désolé, mais on avait déjà fait un stage très important pour ce Giro, Ayuso plus 3 autres, et puis en revanche, là, on va emmener les 8 coureurs. On va les emmener à nouveau en stage, et cette fois, encore 4 étapes qui sont concernées par ce stage. Bon, je vous avoue que c'est plus pour gagner un petit peu de points de préparation que réellement pour ces étapes-là que je le fais, mais bon, allez, on va joindre l'utile à l'agréable. Et donc, en termes de fatigue, j'ai calculé, normalement, ça ne devrait pas exploser. Donc, ça devrait être tenable. On va ainsi traiter le Giro juste après avoir proposé le Tour de Romandie. Le Tour de Romandie, c'est un tour qui est un petit peu mal situé, si j'ose dire, parce que si vous y emmenez vos coureurs que vous allez aligner sur le Giro, déjà, vous ne pouvez pas tous les aligner, parce qu'il en va que 7, alors que sur le Giro, on a le droit d'en aligner 8. Mais au-delà de ça, c'est surtout une histoire de fatigue. Moi, j'ai remarqué que les épreuves de 6 jours, comme ça, elles vont rajouter un peu de fatigue, et je ne pense pas que ce soit totalement optimal de faire la Romandie. En tout cas, voilà, c'est autrement que mes programmes ont été bâtis en cette saison, ce qui fait qu'en fait, les 7 coureurs qui sont en Romandie, il n'y en a aucun parmi eux qui ira sur le Giro quelques jours plus tard. Alexei Lutsenko est une de nos principales forces, si tant est qu'on veut jouer le général sur ce Tour de Romandie. Alors c'est pas forcément évident, mais on va voir qu'il y a quelques adversités, dirons-nous. En revanche, voilà, sur le prologue, il faut au minimum limiter la casse, c'est ce qui va être fait, mais il y a de vrais spécialistes qui sont présents,
On voit que Tiberi était bien en forme. Il a très très rapidement pris le meilleur temps. Schachmann ensuite prend le meilleur temps provisoirement. On va voir s'il est capable de le conserver. Kasper Asgreen est peut-être une chance encore plus forte pour nous sur ce prologue que ne peut l'être Lutsenko. Donc on va voir un petit peu ce que Kasper Asgreen est capable de faire. J'ai essayé d'optimiser entre 86 et 87 mon effort. Voilà, on voit qu'Asgreen fait un très très bon temps. Ça va être excellent. Mais est-ce que ça va suffire? Non, vous voyez. Moi je pense qu'on a fait à peu près le mieux de ce qu'on pouvait faire. Mais évidemment, on ne s'imposera pas aujourd'hui, surtout que vont arriver les fous du contre-la-montre. Ils arrivent juste derrière. Là, Lascano en termine. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Bon, Bisseger a déjà terminé, mais Almeida fait un bon temps. Josh Tarling, mon Dieu, ça fait peur rien qu'à le voir. Non, ça va, il prend pas. Derrière, Stefan Kung peut peut-être s'imposer, non? Ah non, il s'impose pas. Mais il reste Wout van Aert. Lui, par contre, est capable d'aller chercher la gagne. Eh bien non, finalement, ce sera Schachmann qui conserve son sublime temps. Et donc, il portera le premier maillot de leader dans ce Tour de Romandie. Mais bon, il y a beaucoup de très bons coureurs qui sont en embuscade. Et on est, nous, au final, on est relativement loin. On a perdu un peu de temps, mais je ne pouvais pas faire mieux. Il n'y avait pas grand-chose à opposer sur ce coup-là. Il faut dire que ce Tour de Romandie n'est pas ciblé non plus pour nous. On n'a personne presque qui est sous pic de forme. Donc on fait avec les moyens du bord, mais c'est aussi intéressant, je trouve, des fois, d'essayer de se débattre sur des épreuves World Tour sans avoir des conditions optimales. Il faut faire des choix dans une saison, et les choix ont été faits. Ensuite, cette étape 2, première étape en ligne, eh bien, elle n'est pas forcément passionnante. Pourquoi? Parce que, hormis quelques difficultés assez intéressantes, mais si tu es très loin de l'arrivée, il semblerait que le final soit peu propice à des différences entre les coureurs. Donc, on va assister très vraisemblablement à un sprint massif. Donc, moi, j'ai juste essayé de me positionner, de faire le mieux possible pour ne pas subir d'écart particulier. Et puis ensuite, on va basculer vers le final. On a quand même une petite carte à jouer avec Max Kanter. Il est en fin de contrat, Max Kanter. C'est comme Caseball. On a quelques coureurs comme ça qui sont en fin de contrat cette année. Donc je réfléchis aux options qui peuvent être les miennes pour essayer de renouveler. Je ne sais pas si je ferai une saison supplémentaire après celle-ci, mais par contre, dans l'idéal, peut-être faudrait remplacer Kanter et Boll peut-être par un sprinter un petit peu plus fort. Enfin, il faut voir un petit peu ce qui est disponible. J'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ici, en tout cas, Aranburu est chargé de mettre Kanter dans les meilleures conditions possibles. Allez, mon grand, allez, arrache. Et c'est Van Aert qui va s'imposer magnifiquement devant Bauhaus et quand même Max Kanter qui prend la 3e place. Je suis assez honoré de cette 3e place. Franchement, il n'y a pas à rougir. Devant le parterre de sprinters, on a réussi quand même à battre Dainese, Pedersen, même Girmay, Merlier. Jonathan Milan, il a dû servir probablement de lanceur à Pedersen, ce qui paraît aussi au passage un petit peu étrange, mais bon bref, peu importe. Et donc, Wout van Aert se retrouve être leader à présent de ce Tour de Romandie. Ensuite, étape 3, celle-ci qui arrive à la Chaux-de-Fonds, est peut-être un petit peu plus accidentée, peut permettre d'assister peut-être à plus de différences ici ou là. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. J'ai fait aussi là encore avec les moyens du bord. On a des formes qui sont pas terribles, mais qui sont pas non plus affreuses, nous permettent de peut-être essayer d'un peu rouler. Et j'ai choisi de tenter de, on va dire, rendre la course un peu plus nerveuse. Alors au début ça se voit pas tellement, parce qu'ici on est juste dans le positionnement, et puis après on va rouler, quitte à perdre et fatiguer un petit peu certains de nos coureurs, mais certains de nos équipiers, mais on va rouler un petit peu par moment pour essayer de bousculer les choses, si tant est que ce soit possible. Mais d'une certaine manière, ça va un peu fonctionner, puisqu'on va se retrouver dans un groupe relativement restreint par rapport au peloton initial.
85 coureurs ici à une quarantaine de bornes de l'arrivée, donc il y a encore de l'espoir pour encore un écrémage supplémentaire, vous voyez, au moment de franchir l'avant-dernière difficulté, si j'ose dire, du jour, 70 coureurs. Donc oui, quand même, ça a fonctionné. Après, attention, on s'est vachement fatigué. Et on n'est pas non plus dans les conditions optimales pour pouvoir sprinter, quoi. Hein. Celui-là de sprint, j'avais envie de le faire soit pour Asgreen, soit pour Aranburu, mais comme Aranburu a beaucoup travaillé, je tente un départ avec Lutsenko dans la dernière descente. Bon, il faut pas se leurrer, hein, il va pas se passer non plus l'invraisemblable là-dessus. Et du coup, Lutsenko va être plutôt chargé de mettre Aranburu sur orbite, et puis on mise sur un sprint de costaud pour Casper Asgreen, sait-on jamais. On est capable, hein, on le sait, hein, d'aller chercher des sprints comme ça avec un Flandrien, si tant est que les autres sont suffisamment épuisés. Ça a quand même fonctionné, il y a plus de 40 coureurs. Allez mon grand, allez. Sprint de Casper Asgreen, qui va pas être mal, hein, sur ce sprint, hein, mais en puncher, c'est Tiberi qui va s'imposer devant Mohoric, doublé pour la Bahreïn, et Casper Asgreen va faire 3e, comme Canter sur l'étape précédente. Donc je suis pas forcément mécontent, je trouve qu'il y a eu quand même, on va dire, une forme de bénéfice tiré de l'écrémage qui nous a quand même coûté cher en termes d'énergie. Mais bon, après, les coureurs en question vont se reposer quasiment tous. Derrière ça, à part Eschborn, Frankfurt, ils vont tous aller se reposer. Donc on n'est pas non plus dans l'obsession de l'économie de leur énergie. Ça devrait bien se passer, ils vont tous avoir une coupure la semaine qui suivra, donc voilà. Étape 4, celle-là va être très importante pour le classement général, puisqu'il s'agit d'un contre-la-montre individuel de 19 km sur terrain vallonné. Alors, c'est vrai que c'est le type d'épreuve qu'on adore disputer sur PCM, parce que de vraies différences peuvent se faire. D'entrée, Oyer Lascano, quoiqu'en très grosse méforme, puisqu'en reprise, nous a gratifié d'un temps très honorable. Après, pas de doute. Voilà, Sreling fait un peu mieux que lui. Un peu plus tard, ou bien plus tard même, c'est Lutsenko qui vient comme ça se présenter, et sur lequel, par contre, là, je fonde quelques espoirs. Hein. On sait que Lutsenko est capable de... Alors là, il n'est qu'à +1 de forme du jour, mais il est capable de gagner, hein, ces contre-la-montre-là, dans certaines circonstances. On l'a déjà fait l'année précédente, me semble-t-il, hein, donc très solide, très bonne note physique, des notes assez homogènes après entre le vallon, la montagne, la plaine et le contre-la-montre en tant que tel. Donc une bonne performance pour Alexei Lutsenko, qui est leader, hein, assez facilement identifiable, hein, pour nous sur cette épreuve. On va en terminer ici en essayant d'optimiser là encore les efforts suivant la pente du terrain. Et donc, un temps tout à fait honorable au moment où Carapaz a pris le meilleur temps provisoire. Regardez, voilà, Alexei Lutsenko vient quand même pas trop loin de Carapaz. J'ai pas honte. J'ai pas honte, on a fait ce qu'on a pu. Après, Asgreen, c'est pareil, hein, on est hors pic, etc. Donc forcément, forme du jour aléatoire et en l'occurrence, forme du jour nulle. Ce qui fait qu'on est en capacité de faire une jolie perf, mais certainement pas de gagner. Carapaz qui tient toujours le meilleur temps à ce stade-là. Il doit être bien en forme, Carapaz, quand même, pour aller chercher ça face à bon nombre de très bons coureurs. Asgreen va, hop là, ici réaliser un temps très honnête. Et puis derrière, il y a un certain nombre de spécialistes. Alors, ce n'est pas de Kung que viendra la victoire et le meilleur temps. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, pas d'Almeida non plus, même si Almeida est en très bonne forme, là aussi, à mentionner. Non, c'est Kristen qui tient le meilleur temps à ce stade-là. Les UAE nous marchent dessus. Ils sont en ultra domination. Michael Bjerg qui vient aussi top 10. Bisseger a été battu. Notre axe Sivakov aussi est en forme. Schachmann s'est bien battu également. Tiberi, peut-être, pour la victoire. Yes! Qu'est-ce qu'il est fort, ce Tiberi. Mais peut-être que finalement, Wout van Aert va mettre tout le monde d'accord. Waouh, il échoue de peu devant Tiberi. Tiberi qui prend une deuxième étape ici sur le Tour de Romandie. Donc, bravo. Hein. Tiberi en grande forme. Je ne me souviens plus, mais on aura la réponse dans quelques minutes.
si Tiberi est aligné sur le Giro. Il faudra que j'aille regarder. Mais ce qui est clair, c'est que s'il y est, il faudra faire attention à lui. Mais attention aussi à ce qu'il n'ait pas été en forme un peu trop tôt. Parce qu'il me semble trop en forme pour pouvoir aller faire tenir son pic de forme, si jamais c'était le cas, jusqu'au bout du Giro. Et on sait que ça peut se jouer vraiment sur la toute fin. Il y a une étape 20 notamment qui est assez redoutable. Ok, on passe à l'étape 5. Alors bien, comme vous l'avez très certainement observé, on a beau avoir eu des places honorables et un comportement tout à fait correct sur ce Tour de Romandie, il nous manque la victoire. Et la victoire, je la vise donc fatalement sur cette étape-là, sur laquelle je vais adopter une stratégie, on va dire, inhabituelle, même si je l'ai déjà fait, je l'ai déjà proposé dans certains types de situations, notamment, je crois, au moins sur un Tour de France, voire d'autres circonstances, mais c'était il y a quelques années. On va être prudent, bon ça nous arrive souvent, être prudent et être patient, surtout, le mot d'ordre, hein, c'est la patience ici. Et puis on va jouer la dernière montée d'une manière, je dirais, moins habituelle que ce que je vous propose en temps normal, puisqu'elle fait 20 km, et sur une montée à fort pourcentage qui fait 20 km, il faut, à mon sens, si on veut essayer de s'imposer alors qu'on n'a pas les meilleures notes et pas les meilleurs coureurs, il faut jouer d'une manière assez particulière que je vais vous présenter dans quelques secondes, juste le temps d'observer que le team UAE est en gestion de cette étape et apparemment va être difficile à bousculer, même si IF a l'air de montrer le bout de son nez par l'intermédiaire notamment de Bissegger, mais ce sont essentiellement ces deux équipes-là, à part la Visma, qui ont roulé. Visma est un peu juste en termes de coureur de valeur sur ce terrain-là, et c'est pour ça que Wout van Aert va avoir beaucoup de difficultés à pouvoir garder ce maillot de leader au cours de cette étape 5. Et regardez, voilà, il y a même Intermarché qui se montre. Et nous, en fait, je vais faire un choix délibéré dès le bas du col, c'est que on va rester à 80. Vous voyez, d'habitude, je me mets à 88 ou 85 dès le début, parce que je sais que ça fusille assez fort, et puis ils sont très aptes, l'IA, à cramer leurs équipiers pour tant pis, sacrifier du monde, mais épuiser tout le monde, ce qui correspond à une certaine logique cycliste, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi je vais rester bloqué à 80, vous voyez, ça clignote en rouge, ça veut dire que je perds des places dans le groupe. Et puis ce qu'on va aussi faire, c'est être super vigilant sur les protecteurs. Et puis là, on va même se permettre le luxe de descendre. Je vais descendre à 76. Pourquoi ? Parce qu'il reste encore 11 km. Lutsenko a déjà pas mal entamé sa barre jaune. Et il est hors de question de se fusiller sur les accélérations successives de l'IA, qui finira, elle aussi, tôt ou tard, par s'épuiser. Donc si on peut la reprendre, mais nous, en restant à notre train, je préfère autant la jouer de cette manière-là. Ici, vous voyez qu'Asgreen a tenu très longtemps. Sreling aussi est à mentionner, il a été valeureux. Asgreen a tenu longtemps, mais désormais c'est Aranburu à qui va échoir le rôle de protecteur de Lutsenko, qui est toujours dans son effort curseur. On a laissé partir les Almeida, Tiberi. Ok, allez-y les mecs. Storer, je crois aussi, est parti. Il n'y a pas de problème. Et Carapace maintenant s'essaye aussi à un départ. On est encore avec Wout qui s'accroche. Pas de problème là aussi. Là, vous voyez, je suis carrément basculé à 70 en effort curseur. Je suis protégé encore pour quelques secondes par Alex Aranburu, mais il va pas falloir se leurrer. Alex risque de lâcher très vite. Voilà, ça y est. Et là, Lutsenko peut partir sur l'effort curseur avec beaucoup de barres rouges, mais très peu de barres jaunes. C'est elle qui compte dans ces circonstances-là. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, Carapaz et sa tentative a été tuée dans l'œuf. Almeida et Tiberi sont repris. Van Aert a sauté et Jorgensen est le dernier Visma du lot à pouvoir s'accrocher. Ici, évidemment, je me mets dans la roue une fois qu'on les a repris. Il est hors de question d'aller cramer notre barre rouge immédiatement. En tout cas, c'est un choix. Peut-être qu'on aurait pu faire différemment, mais comme j'ai la cinématique de défaillance qui apparaît sur Almeida, et regardez bientôt aussi sur Tiberi, voilà, ça y est, ça permet à Lutsenko, finalement, avec un effort curseur totalement lissé au fil de ces 20 km de montée, d'arriver à peut-être entrevoir la victoire. Regardez,
Tiberi n'a plus les jambes, hein, apparemment. Je conserve un tout petit peu de barre rouge, puis après, une fois que j'en ai plus, bah par contre là, on met 99 curseurs et advienne que pourra. Hein. Victoire au sommet, ici à Thion 2000 pour Alexei Lutsenko. C'était la victoire de prestige que je recherchais sur ce Tour de Romandie. On l'a obtenu, et on l'a obtenu plutôt par l'effort curseur mesuré et un effort beaucoup plus calme et moins saccadé que ne peut le proposer l'IA. Et voilà, je suis assez content de cette petite stratégie. Je la mets pas souvent en place, mais là, en l'occurrence, c'était soit ça, soit la victoire était totalement impossible. Hein. Donc, il fallait absolument aller prendre quelque chose sur ce Tour de Romandie, qui sera sûrement remporté par Tiberi le lendemain, avec Jean Almeida 2e et Lutsenko 3e. Les positions risquent d'être assez figées au classement. Et puis donc, fin ou presque de la première partie de saison de Lutsenko, avec 3 victoires significatives, dans des registres totalement différents. Franchement, je suis très content. Il a fait tout ce qu'il avait à faire et a soutenu aussi à d'autres moments. Vous voyez que l'étape 6 nous propose un profil très très plat. Un sprint ici va être attendu. Et sur cette étape 6, je n'ai pas les formes du jour non plus pour essayer de, comment dirais-je, de violenter la course. Donc je vais être obligé de suivre un petit peu, et puis on va observer un peu l'évolution des choses, à savoir est-ce que l'échappée va finalement avoir son bon de sortie pour de bon, voire même la validation du peloton, puisque pour aller au bout, hein, parce que finalement la Bahreïn, elle s'en fiche, c'est elle qui est en mesure de contrôler la course, mais en fait elle n'y a pas intérêt. On a évidemment la Lidl Trek qui a intérêt à rouler. Il y a peut-être d'autres équipes comme la Jumbo, la Visma, pardon, Leasebike qui a intérêt à rouler si elle veut essayer d'emmener Van Aert à la victoire d'étape, ce qui n'est pas forcément un objectif prioritaire sur la saison quand même, avouons-le. Donc je ne sais pas s'il y a assez d'équipes qui avaient intérêt à rouler par rapport aux équipes qui n'ont pas d'intérêt. Donc c'est comme ça que vous voyez que par exemple voilà, la Quick Step elle est présente avec un train pour Merlier, il y a la Tudor, mais j'ai pas voulu me mêler plus que ça à la poursuite. Et puis en fait devant, c'est intéressant, il y a 4 hommes qui sont les survivants de cette échappée, ils vont aller au bout. Hein. Le peloton s'est réveillé trop tard, on leur a laissé trop de marge, pas de problème. Garcia Cortina paraît être l'immense favori. Alors, est-ce qu'il va s'imposer ou est-ce qu'il va se faire surprendre par Tanfield, par Knight, ou bien par Van Roy. Et voilà. Ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que Ivan Garcia Cortina se fait surprendre. Alors là, c'est vraiment le jour où ça vous arrive à vous. Vous avez un coureur qui est meilleur physiquement, qui est meilleur au sprint, qui est meilleur en plaine, et qui se fait taper par un outsider, un camarade d'échappée, c'est juste pas possible en fait. Ça veut dire que vous avez très très mal joué. Donc c'était voilà, très mal joué. Il n'a pas laissé assez de relais, il a dû donner beaucoup trop, et puis après regardez, finalement il laisse sprinter les équipiers. Bon. Victoire finale d'Antonio Tiberi sur ce Tour de Romandie, sur lequel je ne suis pas du tout mécontent d'être allé, parce qu'au final c'est assez sympa. On enchaîne quelques jours plus tard avec, avant Eschborn-Frankfurt, finalement les dossiers. Hein. Alors on va faire exactement comme s'il y avait une saison suivante. S'il y avait une saison suivante, j'aurais quelques priorités de renouvellement. Il y a aussi des coureurs auxquels je pense, comme Mouloubran, etc., ou évidemment Lopez, Harold Martin Lopez, mais déjà les priorités absolues, même s'ils sont à 100% d'intérêt, moi de toute façon je compte les points, parce qu'après vos points transferts, vous n'en aurez pas plus que vous avez eu de points dossier, donc ok, on pourrait faire les choses dans le désordre, mais je préfère avoir les idées bien fixées déjà. 4 points pour Fortunato, 2 points pour Velasco, et puis en fait il y a 2 profils italiens qui m'intéressent. C'est Dainese, je l'évoquais un petit peu avant, et De Pretto. Et voilà, je trouve que ces deux-là, ils pourraient l'un nous apporter sur du sprint de qualité, et l'autre,
finalement nous faire un candidat puncher qui pourrait peut-être, allez, qui sait, gagner la flèche wallonne, je rigole. Mais bon, on ne sait pas en fait, hein. On ne sait pas. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je me lance, bon, tout en sachant en tout cas qu'on a encore un certain nombre de coureurs déjà sous contrat précédemment et qu'il va falloir peut-être renouveler. Donc il ne faut pas s'attendre à un mercato sur ce coup-là qui soit vraiment révolutionnaire. De toute façon, la structure d'équipe, on l'a déjà. Eschborn, Frankfurt, pour enchaîner, désolé, toujours un téléphone qui me saoule au moment où je m'enregistre. Alors, c'est une course très intéressante parce que, au final, le profil nous laisserait souvent penser à quelque chose d'assez insipide et au final réglé par un sprint relativement massif. Mais en fait, je crois qu'à chaque fois que je la joue, il y a un final qui est très incertain, avec des attaques un petit peu comme un final de Gant-Wevelgem. Et donc passionnant, hein, forcément passionnant à jouer sur Pro Cycling Manager. Et ça va être le cas ici aussi. Donc on va juste, dans un premier temps, se contenter de se positionner, voilà, de protéger qui le doit. Malheureusement, le -2 de Canter m'interdit un petit peu de miser sur lui. En revanche, Aranburu et Asgreen paraissent être les deux meilleures cartes du jour. Aranburu s'il a la bonne roue, et Asgreen s'il arrive peut-être à partir avec 3 ou 4 mecs et les régler au sprint. En tout cas, c'est des types de scénarios auxquels on peut penser. Donc j'essaie de me donner les chances, en tout cas, que ça puisse éventuellement se produire. Vous voyez que, en fait, après l'enchaînement de difficultés, il n'y a plus que 50 coureurs qui sont présents pour jouer la gagne. Il y a eu petites attaques ici et là. Il y a eu Isaac Del Toro qui a essayé. Il y a ensuite Mikkel Bjerg. Les UAE, ils ont eu un peu des fourmis dans les jambes, mais ça donnera rien du tout. Et au final, ce sont les équipes auxquelles on peut s'attendre, savoir Lidl Trek, Alpecin de Koenig et consorts, qui vont essayer de jouer un rôle sur la course. Regardez bien ici, on est à moins de 20 km de l'arrivée. Il y a ici sur la gauche une attaque qui se prépare pour reprendre quelques fuyards et en fait contre-attaquer. Cette contre-attaque, ça y est partie. On y trouve notamment Mats Pedersen. Derrière, ça roule fort, Alpecin de Koenig. On voit qu'aussi, pour le compte d'Arnaud Delis, on a pas mal d'activités de la Lotto Destiny. Oui, mais voilà, devant, ça s'entend très bien. Il y a Rex, qui est un homme fort. Il y a Mozzato, notamment, qui prend de bons relais. Moi, je vois qu'il y a un sentiment d'urgence, là, tout de suite, là. Hein. Il faut pas laisser réellement la chance à cette échappée-là. C'est de rouler à peu près autant qu'on le peut. Et vous voyez, 23 secondes, il va falloir les boucher. En plus, il y a les tournants, donc ça veut dire qu'à chaque fois, l'échappée, elle garde son avance, puisqu'il y a une forme de neutralisation au final dans les virages. Toujours une vingtaine de secondes. Là devant, ça attaque encore, ça relance en tout cas très très fort. Oui, alors on s'occupe un peu des attardés. Et puis, au final, à 6 km et quelques de l'arrivée, rien n'est fait, on a quasiment pas repris de temps. Hein. Il y a un petit atermoiement, là, il y a un moment de temporisation, puisqu'au final, il y a plus grand monde qui a de l'énergie à disposer. Moi, j'avais pris la route Philipsen avec Aranburu, parce que je misais sur le sprinter belge, mais au final, on se retrouvait avec le seul Lutsenko pour rouler assez fort et essayer de mettre sur orbite Kasper Asgreen. Allez, encore un petit effort, et nous y sommes. Oh là là, démarrage de Pedersen. Oh le vilain. Il a complètement abandonné ses compagnons d'échappée. Il a fait le coup du kilomètre ou du kilomètre,2 et il s'impose d'une manière, encore une fois, sublime. Sublime Pedersen. On assiste à chaque fois à des petits chefs-d'œuvre de Mats Pedersen, que ce soit sur Gant-Wevelgem un peu plus tôt dans la saison, où il avait eu l'intelligence de se relever avant d'ensuite lancer le sprint parce qu'il n'avait pas été relayé par Bettiol. On avait le GPE3 qui avait été remporté de façon implacable. L'année précédente, il avait fait Roubaix, Ronde 2, GPE3, Gant-Wevelgem. Enfin, c'est quand même le coureur de classique
de la partie, hein, jusque-là, l'ami Pedersen, donc je suis presque heureux pour lui, c'est un coureur que vraiment j'apprécie énormément, et je suis content que son intelligence de course se retrouve aussi dans la partie, voilà. On retrouvera Lutsenko, Aranburu, Lascano et Asgreen dans quelques temps sur le Dauphiné, en préparation du Tour de France. J'insérerai un stage aussi de préparation dès que tout le monde aura terminé sa petite période de coupure. Puis là, vous voyez, nous y sommes. Nous y sommes. Giro d'Italia, profil 2023. Allons-y. Depuis le temps que je vous en parle de ce Giro, puisque finalement il est une des deux cibles principale de ma saison avec le Tour de France, hein, eh bien, il était question de vraiment pas se rater en termes de planification. Il fallait que les pics de forme tombent vraiment bien. Regardez, c'est en très très bonne voie. Il y aura juste Fortunato, Scaroni et Velasco qui l'auront un peu plus tard, c'est bien. Ça permettra d'accompagner Ayuso sur la fin de Giro. Et au final, je suis plutôt satisfait de la manière dont on aborde ce Giro. Courbe de fatigue pas trop haute. On est pas mal du tout. C'est un contre-la-montre de 17 km avec une bosse à la fin, la première étape. Et il faut quand même admettre que sur ce genre d'exercice, même si on n'est pas forcément favori, hein, surtout avec certains, on n'est pas ridicule non plus. Et on doit arriver avec Ayuso, voire même avec Bettiol, qui sait, à limiter la casse et à faire un bon temps. Déjà, j'ai joué le jeu à fond avec Velasco, Scaroni, Bettiol, que vous voyez ici, pour essayer de faire un temps quand même très correct et pour donner des indications à Ayuso pour son passage, puisque en tant que leader, il passe en dernier. Et écoutez, le temps de Bettiol ne me fait pas rougir, même si il n'y a rien d'exceptionnel. Mais voilà, j'ai pris mes marques, j'ai vu que en mettant du 85-86 dans les deux tiers du plat et en mettant tout ce qui reste à la fin, c'est-à-dire peut-être jusqu'à 88 ou comme ça, avec ceux avec lesquels je joue le coup, hein, c'est-à-dire pas Ballerini non plus, hein, ni Boll, ni Fortunato, dont c'est pas le registre. Et donc voilà, le principe que j'ai appliqué, c'est celui-là. Et à l'arrivée, ce qu'on va tout de suite regarder évidemment, c'est est-ce que notre principal rival Vingegaard va faire mieux qu'Ayuso, ou est-ce qu'Ayuso arrivera déjà à marquer de premiers points face à lui? Donc la réponse dans quelques secondes. Je trouve que le temps d'Ayuso et sa performance en général, franchement, sont bons. Et on fait un bon contre-la-montre. On est à +1 de forme du jour, ce qui est tout à fait fidèle à ce qui était annoncé. Notre pic de forme n'arrivera qu'à la 3e étape pour Juan Ayuso. Et c'est ainsi, regardez, qu'on va, hop là, faire un temps très acceptable à 25 secondes de Vacek. Et alors voilà, l'interrogation, c'est par rapport à Vingegaard. Hein. Donc regardez, Vingegaard en termine. Il va en terminer un petit peu mieux que Ayuso, mais sans qu'il y ait non plus vraiment de drame. Et tout ce qu'on a concédé là-dessus, c'est 18 secondes. C'est pas beaucoup, 18 secondes, avec tout ce qui reste à parcourir. Hein. Évidemment, on le sait tous. Donc, pas d'affolement, mais voilà, on démarre avec un petit retard. Je parle principalement de Vingegaard parce que on le découvrira au fur et à mesure. Il y a Tao Gegenhardt, il y a Ciccone d'ailleurs dans la même équipe chez Lidl Trek, mais il y a d'autres coureurs comme ça qui peuvent être des vrais poils à gratter, mais la lutte principale, on l'attend quand même entre Ayuso et Vingegaard. Voilà, donc à voir si les UAE très ponctuellement arriveront à s'en mêler, ou les Ineos, mais à part ça, il n'y a pas de doute. On est sur une étape 2 ici, qui est promise à un sprinter. Sur le Giro, en général, surtout en début de tour, il n'y a aucune chance pour que ça échappe à un sprinter majeur. Impossible. Franchement, le profil du jour est trop plat pour qu'on ait autre chose qu'un sprint massif. Donc moi je me mets du coup assez calmement dans le peloton. On essaie de se cacher, on pense bien à lever les protections dès lors qu'une descente s'amorce, et puis on va dérouler tout ça très tranquillement jusqu'à la fin. On espère de toute façon
tout d'abord aucune chute, ou alors si chute il doit y avoir à un moment donné, quel est le minimum d'impact possible, et puis après pour le reste, ce sera de la stratégie, et puis ce sera comment jouer avec nos forces contre les forces adverses, quoi, tout simplement. C'est pas compliqué, c'est comme toujours sur Pro Cycling Manager. L'avantage, c'est que sur 21 étapes, il y a vraiment le temps. Je crois qu'en tout, il y a 3 contre-la-montre dans ce Tour d'Italie-là. Et donc on en a déjà eu un, et puis on en aura 2 autres qui vont être avec plus de pourcentage, ça va être assez rigolo. En tout cas, je choisis 3 roues pour le sprint, parce que je ne vais pas monter un train de sprint ici, ce serait complètement ridicule. J'ai pris une roue, c'est Arnaud Delis avec Boll, j'ai pris Groenewegen, la roue de Groenewegen avec Ballerini, et je pense avoir pris celle de Meus avec Bettiol. Oui, je fais sprinter un peu Bettiol. Allez, Boll, vas-y mon grand. Vous voyez, ça se joue pas à grand chose, on n'a pas été ridicule. Hein. La roue choisie n'était pas mauvaise. Et d'ailleurs, Bettiol l'a aussi plutôt pas mal suivi Meus. Mais bon, voilà, c'est le sprinter belge qui s'impose. Quand il a accéléré, tout de même, il y a eu un vrai écart. Et puis après il était légèrement repris. En tout cas, super performance de Boll. Je suis content, ça joue vraiment pas à grand chose. Et je m'attendais pas du tout sur ce type de situation à aussi bien figurer. Parce qu'on n'a pas de spécialiste très fort et remarquable du sprint dans cette équipe. Voilà. Donc, surprise, agréable sur ce coup-là. On passe ensuite à l'étape 3. Vacek a gardé le maillot rose, bien sûr. Étape 3A, là déjà, 208 km avec des difficultés sur la fin. J'ai eu un dilemme. Je me suis posé la question, est-ce que tu laisses venir et tu attends que ce Giro se joue vraiment dans la montagne pure, le terrain de Vingegaard, et sur les contre-la-montre, l'autre terrain de Vingegaard, ou est-ce que tu bousculerais pas un peu tout dès le départ en essayant d'agresser les Visma et de ne pas les laisser installer leur petit train et leur domination? Bon, je vous promets que j'ai beaucoup hésité entre les 2 options, savoir attendre ma chance sagement et laisser cette étape, un échappé, que sais-je, et faire preuve d'agressivité. Et j'ai fini par choisir la 2e option, en me disant ceci, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, et je ne sais pas réellement si les notes de Vingegaard ne lui permettront pas, dans quelques moments clés, de piéger Ayuso, sur du terrain très très difficile, comme on en aura fatalement sur un Tour d'Italie. Du coup, j'ai demandé à certains de rouler très très fort. Ici, on voit Bettiol qui roule. Il n'est pas encore sous pic de forme, Bettiol, mais ça ne saurait tarder. Scaroni et Battistella vont travailler aussi pas mal dans cette difficulté, comporte quand même un petit passage à plus de 10%, donc c'est quand même intéressant. Et regardez, il va y avoir un tout petit problème, c'est que, bon, une fois que j'ai relevé Bettiol, tranquille, Scaroni doit bosser, après ça va être le tour de Battistella, mais il y a une petite cassure qui s'opère. Donc, vite, on attend, on laisse rentrer Ayuso, avec Fortunato qui est un peu protégé en termes de sollicitation. Je demande pas d'intervenir pour le moment. On aura du travail pour lui en haute montagne, il n'y a pas de problème. Et donc finalement, je me réorganise d'une manière un peu plus classique avec Ayuso dans la roue. Puis voilà, le lieutenant dans la roue du leader, etc. Pour aborder cette fin d'étape, parce que finalement, il y avait un petit manque de cohésion dans la manière dont on était en train de faire les choses, donc c'est pas très très grave. Puis après, on va simplement essayer de s'attacher dans la descente, de récupérer, puis ensuite de mettre en place un petit train ou une petite stratégie pour essayer d'aller tout de même gagner l'étape si on le peut. Donc j'essaye de beaucoup faire se relayer mes coureurs, c'est-à-dire que voilà, je vais pas jusqu'à 0 de barre. Scaroni, Velasco, tous ces gens-là, Battistella,
tous ces gens-là, voilà, doivent être préservés dans une certaine mesure dans les premiers temps, et puis après, quand il faudra faire des sacrifices, eh bien on les fera, mais pour le moment, on ne sacrifie pas grand monde, à part évidemment, voilà, Ballerini, Bettiol, Boll, ok, ça va, eux on sait que c'est pas des grimpeurs, donc voilà, je veux pas me couper les possibilités pour la suite de bien figurer au général, au cas où on aurait un problème. Allez, à toi de jouer, Fortunato, tu emmènes Ayuso pour qu'il puisse ensuite sprinter dans de bonnes conditions. C'est Nico Dens qui s'est fait la belle et qui pensait peut-être gagner l'étape, ainsi que Wareskjold qui pensait aussi coiffer tout le monde au poteau. Magnus Cort Nielsen est bien présent. Ouais, c'est des baroudeurs, c'est rigolo. Un peu sur le punch, certains pensaient gagner. Franchement, ça s'est passé vraiment pas loin. Finalement, Ayuso, sur son propre punch, l'emporte. Je crois que c'est aussi parce qu'il a été beaucoup protégé et qu'il lui restait pas mal de barres au moment où d'autres avaient quand même souffert. On a vu que, par exemple, Vingegaard n'était pas à la lutte pour la victoire. Il aime pas les vallons. Vingegaard déteste les vallons. Je l'ai marqué dans cette carrière. Dès lors que vous voulez lui faire un peu mal, vous appuyez sur du terrain vallonné et tout de suite il se passe pas mal de choses. Donc voilà, c'est un petit peu le talon d'Achille du Danois. Donc il faut quand même aussi essayer d'en profiter. On n'est pas là pour jouer non plus au bisounours. Hein. Donc une étape plus compliquée qui s'amorce. Elle est classifiée en moyenne montagne. Attention, en moyenne montagne, Vingegaard, il a 84. Et pour autant, moi je sais, parce que j'ai observé quand même dans la partie, que c'est pas le terrain sur lequel Vingegaard va être le plus dangereux. Il faut bien le prendre en considération. Je décide d'essayer de mener l'étape d'un bout à l'autre, en fait, du début à la fin. C'est-à-dire que on va se relayer, on va essayer, là encore, essayer de maîtriser le peloton tout en contrôlant les échappées, parce que, ouais, je pense qu'il y a du temps à gagner un petit peu sur Vingegaard, et on va essayer d'en profiter tout de suite. Alors, Boll a bien fait son œuvre. Vous voyez, j'ai relayé tantôt avec Boll. Ballerini a aussi donné un petit peu de sa personne. Et j'ai demandé aussi à Velasco et Scaroni, nos deux punchers italiens, de venir comme ça compléter le travail par moment pour permettre à Boll et notamment à Ballerini de s'économiser. Donc il y a 4 coureurs comme ça qui sont sollicités principalement sur la première moitié d'étape. Et puis après, vous verrez qu'on a un plan pour la suite. Donc c'est délicat d'arriver à ménager la chèvre et le chou. Mener une étape comme ça d'un bout à l'autre tout en gardant des forces pour la dernière difficulté, franchement, ça nécessite d'avoir des bons coureurs, mais c'est le cas en fait. On est très très bien armés. Je suis très content des hommes que j'ai emmenés ici sur ce Giro. On a vu que Boll, dans un premier temps, voilà, une fois que c'était fini, il a fait ses efforts et voilà, terminé. Velasco aussi semble s'être relevé. En revanche, voilà, on profite des qualités de descendeur de Ballerini à certains moments, et puis surtout, ça va être le moment là où on va demander à Alberto Bettiol d'intervenir. Alors je peux vous dire une chose, vous le voyez en bas à gauche sur les notes. Alberto Bettiol à +3, c'est pas mal du tout en fait. C'est même très très fort. Ça peut tenir un peloton comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres, y compris quand vous êtes dans une montée. Alors évidemment, c'est pas la dernière montée du jour, on n'a pas en face de nous des gros punchers qui s'envoient dans tous les sens ou des grimpeurs, pire. Non, bien sûr, mais bon, il tient bien et il permet aux autres de pas non plus être à l'agonie. Bon, Ballerini a donné tout ce qu'il avait, on va switcher un petit peu sur les protections là à un moment donné, une fois qu'on a terminé la descente. Et puis Velasco, vous voyez, a récupéré dans la descente avec Scaroni. Enfin, c'est vraiment bien parce qu'en fait, ils ont tous une capacité de récupération en course qui est très intéressante. Donc, à partir de là, on peut se relayer et finalement conserver pas mal de force pour le final. Ineos nous file un petit coup de main d'ailleurs. Bon, pourquoi pas, c'est assez appréciable. Mais
Là maintenant, dernière difficulté, Cole Molela. On va essayer là maintenant d'aller très très fort. Puis après, il y a forcément des gens qui vont essayer de sortir, mais au moins on imprime un tempo. Scaroni maintenant arrive un petit peu en bout de course, mais il va quand même aller au bout de son effort. Et puis ensuite, c'est Battistella qui va être chargé de contrôler tout ça, alors qu'on voit qu'il y a quand même de vraies velléités. Les Bahreïn montrent le bout de leur nez. On a déjà un Ineos qui a attaqué, c'est Tobias Foss. On s'aperçoit également que Vingegaard est bel et bien présent, quelques places juste derrière Ayuso, qui lui est très très bien placé. Allez, attaque de Pidcock, joli, suivi par de Lotto Destiny, rigolo. Mais les deux Lotto Destiny vont caler là où Pidcock, lui, a peut-être plus de chance en fait d'aller plus loin. Allez, on continue en effort curseur, on va pas se fatiguer à chercher autre chose. Vacek, l'actuel maillot rose, tient bon. Geoghegenhardt est placé. Vingegaard n'est pas non plus dans la roue d'Ayuso, c'est quand même à noter ça. Et puis on va appuyer sur la fin. On va appuyer sur la fin avec Ayuso, à qui on va demander d'aller pousser un petit peu, surtout au moment où Vingegaard tente une petite envolée. Le coquin, et bah écoutez, on va y aller en effort curseur, ma foi. On va pas se gêner. Il n'y a plus que 7 hommes là qui sont concernés par la poursuite de Thomas Pidcock qui passe sous la flamme rouge. Il va sûrement s'imposer. Le puncher britannique, Ayuso, lance le sprint. Là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est à qui il en reste le plus. Il va s'imposer Pidcock devant Ayuso, Ciccone, Geoghegenhardt. Et surtout, un vrai écart au moment où Brooks franchit la ligne. Vingegaard a donc bel et bien souffert sur cette difficulté-là. C'était ce que j'espérais et ça s'est produit. Donc c'est parfait. Ça nous donne un petit peu raison d'avoir essayé de bousculer les choses. Après, peut-être que si on n'avait rien fait, me direz-vous, et eh bien, les autres équipes se seraient activées et Vingegaard aurait été fatigué aussi et aurait perdu un peu de temps. On ne saura jamais. Mais en tout cas, magnifique victoire pour le champion du monde en titre. Une victoire en arc-en-ciel, c'est quand même toujours particulier. Et on prend une bonif de 2e place et on prend surtout un écart vis-à-vis de Vingegaard, ce qui fait que le nouveau maillot rose de ce Giro s'appelle Juan Ayuso dès le soir de la 4e étape. Bon, aucun écart n'est fait et de manière définitive, cela va sans dire, mais honnêtement, c'est déjà une première bonne opération que d'aller chercher le maillot. Je m'étais demandé, c'est toujours pareil ce que je vous disais il y a quelques minutes, est-ce qu'il y a intérêt à être offensif dès le début et aller chercher le maillot le plus vite possible, ou est-ce qu'il y a intérêt à rester caché au final, à s'économiser et à piquer au bon moment? Ben, vous savez, je me méfie beaucoup. Et puis, après, il y a aussi un truc, c'est qu'en tant que joueur de PCM, souvent, on a envie un peu qu'il se passe des choses. On a envie d'être actif. On n'a pas nécessairement envie d'être passif et d'être là, dans le calcul. Donc, c'est pour ça que, déjà, qu'on est obligé sur certaines courses, d'être patient, d'être excessivement prudent. Ben là, quand même, sur un Tour d'Italie où on a une belle équipe alignée, on peut se permettre, je crois, d'être un petit peu agressif. Donc voilà, c'était un petit peu mon dilemme, mais bon, maintenant il est réglé, vous l'avez vu. Et on annonce une étape plutôt pour les sprinters, non, je pense. Et pour autant, en fait, vous allez voir que cette succession de difficultés va quand même fatiguer du monde. Moi, je laisse aujourd'hui la responsabilité aux équipes de sprinters de mener la poursuite. C'est pas du tout notre combat sur une étape comme celle-ci. Allez-y si vous voulez que Groenewegen ou que sais-je, Merlier ou Meus s'impose. C'est à vous de jouer, les équipes concernées. Puis on va avoir une petite zone de turbulence ici, vous allez voir. Il y avait des petites cassures à l'approche du 2e sprint intermédiaire du jour. Ce qui fait qu'attention, il peut y avoir danger en fait. On va ici essayer de remonter. J'ai fait deux blocs, un bloc bol pour ceux qui vont sprinter, protégé par Scaroni, et j'ai fait un bloc Ayuso. On voit que Vingegaard aussi s'alarme de la situation. On va donc essayer de manipuler un peu l'effort curseur pour recoller au groupe là-bas qu'on aperçoit avec Fischer Black. Voilà, c'est fait. Et puis tout ça va se reconstituer pour finir par même reprendre le résidu d'échappée
qu'on aperçoit là-bas devant, et arriver tout naturellement sur les 8 ou 9 derniers kilomètres. Alors moi j'ai joué très simplement, hein. J'ai pris roue de Pidcock avec Ayuso. Ça c'est juste pour pas me faire avoir quelques secondes au sprint. Après, roue de Meus avec Ballerini, je crois. Pour Bettiol, j'ai pris la roue de Merlier. Pour Boll, je crois que j'ai pris la roue... je sais plus, mais je crois que c'est Groenewegen ou quelqu'un comme ça, ou Arnaud Delis, peu importe. Puis après, advienne que pourra, on se place, on prend tout le monde, et puis on essaie de sprinter au moment qui nous paraît opportun. Une fois qu'on aura été bien emmené par les uns ou par les autres, regardez ce qui va se produire. Exceptionnel. Sur l'excellent travail de la Quick Step, je crois que c'est la Quick Step en fait, qui met Bettiol en super bonne position. On se retrouve avec une victoire pour Alberto Bettiol. Alberto Bettiol qui s'impose sur... Alors moi je qualifierais pas ça totalement de sprint massif, je dirais sprint massif derrière quelques difficultés et une perturbation des trains habituels des équipes. Parce que en temps normal, on ne serait jamais imposé. Oui, mais voilà, l'étape a été fatigante. Et au final, c'est un costaud qui l'emporte devant les sprinters. Ce qui peut avoir une forme de logique cycliste si on cherche un peu à... Voilà, comme je le fais parfois, interpréter. C'est très subjectif. Quelle saison pour Alberto Bettiol. Excusez du peu, 2 monuments et une victoire sur un grand tour. Il y a aussi autre chose, mais c'est la saison parfaite. Ensuite arrive l'étape 6. Celle-là encore est promise à un sprinter, mais on ne sait plus quoi dire et on ne sait plus quoi penser et prévoir sur ces étapes-là, au vu de ce qui peut arriver. Donc oui, a priori sprint massif, mais bon, je ne sais plus. Je ne sais plus rien dire, moi. J'attends de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va être quand même un petit peu passif aujourd'hui et on va se reposer parce qu'il y a quand même un petit peu de fatigue accumulée chez nos coureurs. La dernière mise à jour, là, aux alentours du 18 ou du 20 février de PCM, mettait en jeu, entre autres, entre nombreuses choses, en tout cas, mettait en jeu une histoire de fatigue accumulée supérieure prise en compte par le jeu en cas de jours consécutifs de course. Très bien. J'ai tendance à le voir sur notamment Scaroni et Velasco qui ont fait beaucoup d'efforts, notamment des efforts de protection. En revanche, c'est vrai que les mecs que je protège, par voie de conséquence, sont quand même relativement encore exempts de fatigue accumulée, c'est quand même relativement logique. Mais je veux quand même pas forcer et trop tirer sur la corde, parce que c'est long, hein, il y a 21 étapes, il ne s'agit pas de se tuer trop rapidement, et puis il ne s'agit pas non plus de, je dirais, ruiner les chances d'Ayuso d'enchaîner Giro et Tour de France. Donc pour lui, la gestion, elle est vraiment sur le fil du rasoir. Allez, on est dans le final, vous le voyez, il va encore se passer un truc qui n'était pas prévu. C'est que la victoire, elle est pour l'échappée. Et donc les équipes de sprinters n'auront pas mis assez de cœur à l'ouvrage, et la victoire, elle se joue devant. Et regardez, on va switcher très rapidement pour s'apercevoir que dans le sprint entre échappés, c'est Nico Denz. Nico Denz, oui, le même, qui avait failli gagner l'étape 3, qu'on avait repris in extremis au sprint. Nico Denz se venge et prend ici cette étape 6. L'échappée est donc allée au bout sur une étape de plaine pourtant promise à un sprinter. Et on a envie de se dire... taper du poing sur la table et se dire « Mais que font les équipes de sprinters ? Enfin, voyons, elles ne maîtrisent plus leur sujet. » Et écoutez, ouais, c'est un peu le cas, hein, parce que 2 consécutifs qui leur échappent, c'est quand même rare en tout début de Giro. Et voilà, le classement général ne va pas être modifié par cette étape-là, bien sûr. On reste avec les mêmes positions entre principaux favoris. Le mieux placé du team UAE, c'est Fischer Black. On va voir si c'est encore le cas à l'issue de l'étape 7. Vous allez voir que l'étape 7, bon déjà, elle promet, hein, parce qu'il y a une longue montée pour terminer l'échappe. Donc là, pour le coup, l'étape, on ne peut pas s'échapper sur ce genre de cas. 217 bornes avec une longue montée,
c'est vraiment le plus fort qui va gagner, ou alors ça voudra dire qu'on a laissé filer une échappée, on va voir. Et regardez ce qui va se passer à propos d'échappées. Les mieux placés des leaders, à savoir Ayuso et Vingegaard, pour ne citer que les deux meilleurs, se retrouvent au sein d'une accélération finalement qui a créé une cassure. Ici, ceux-là vont rentrer, et derrière, il y a beaucoup de mal à boucher le trou. Vous voyez, l'étape, elle fait 217 km. Vous allez voir à quel moment une jonction va éventuellement s'opérer. Parce que la cassure, même si elle n'a pas l'air très importante, ben, il faut arriver à la boucher, mine de rien. Et surtout que le groupe, on va dire, qu'on va appeler échappée 2, Vingegaard, Ayuso, il est animé en fait par des gens qui veulent prendre l'échappée. Donc forcément, les mecs roulent pas mal. Il y a même un groupe intercalé entre le peloton et ce groupe d'échappée 2. Et finalement, qui est-ce qui se retrouve à devoir faire l'effort? Moi, je me disais, qu'est-ce que vont faire les Visma et The Bike? Parce qu'ils ont finalement leur leader à l'avant, non? Eh bien, en fait, c'est eux qui roulent hein, pour ramener tout le monde. Et s'ils roulent, forcément, ben, les Kelderman, Affini, Walter, etc., ben, se fatiguent, nécessairement. Hein. Devant, il y a Affini. Je retire ce que je viens de dire. Il y a Affini avec Vingegaard, mais les autres derrière, par contre, sont en train de se fatiguer. Et bon, bah, ça mettra un bon moment avant de se regrouper. Vous voyez, là, par exemple, c'est même Heudebrooks, pourtant lieutenant hein, sur ce Giro de Vingegaard, qui est obligé de faire l'effort. Ça se paye en fin d'étape. C'est des trucs qui bouffent la barre jaune et qui font que, bah, il y a un moment donné où le type va caler. Donc, au final, nous, on produit aucun effort, parce qu'à la limite, moi, je veux bien laisser Ayuso protégé même par Caseball, en duo avec Vingegaard, et puis advienne que pourra. De toute façon, je sais très bien qu'à un moment donné, ça va s'arrêter de rouler, si c'était le cas. Donc, j'ai aucune nécessité de rouler de l'arrière, et vous voyez, ça va quand même finir par rentrer, mais combien de kilomètres plus tard? Plus de 70 km après le départ. C'est là, en fait, que ça va se regrouper. Par contre, on va en profiter direct. Regardez, vous avez vu partir Quentin Paché. Moi, j'ai quelqu'un aussi à proposer pour aller en échapper, pour éviter d'avoir à contrôler cette course, ce que j'ai absolument pas envie de faire. C'est Alberto Bettiol. Alberto Bettiol va nous faire une bonne raison de ne pas rouler derrière. Et puis surtout, Alberto Bettiol, il revient très très facilement sur les deux échappées, à savoir, bah, encore Dance, décidément inépuisable en ce début de Giro, et Quentin Paché. Et par contre, effort minimal, hein, c'est-à-dire que soit on suit à 75, soit, bon, ok, on se tape un petit sprint, là, c'est logique, parce qu'il ne s'agit pas de se faire lâcher sur un malentendu, mais sinon, après, c'est du 57 relais, hein, pour reprendre un maximum de barres, fournir un minimum d'efforts, mais ça tombe bien, parce qu'en fait, donc là, on voit le petit sprint du peloton pour l'intermédiaire par points, voilà, hop, réglé par qui déjà? J'ai plus très vu, mais enfin, on s'en fiche. Rebelote après, hein, sur le GPM, oui, pas de problème, on est prêt, on a de la barre, voilà. Mais les deux autres sont sur la même longueur d'onde que nous, c'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis en relais à 57, c'est-à-dire qu'en gros on est inférieur à 60, donc déjà on bouffe pas d'énergie. Tout ce qu'on pourrait bouffer comme énergie quand on est en relais à 57, c'est si les mecs roulaient en relais à 75, par exemple, ils nous obligeraient quand même à suivre et nous boufferaient de la barre. Mais en l'occurrence, ils sont sur la même longueur d'onde, puisque les relais passent bien en tête entre les trois hommes, ce qui veut dire qu'ils sont eux aussi sur un effort minimaliste en relais, et cela suffit en fait pour déjà arriver ici en bas de la descente à 6 minutes d'avance, ce qui veut dire que le peloton, bah, il en peut plus non plus. Il laisse filer, quoi. Il laisse filer, ou alors il a décidé de fournir son effort plus tard, ce qui est possible. Hein. Mais en tout cas, il est en mode récupération. Ici, attention, avant-dernier, petit sprint de la journée. Voilà, on assure. Et Quentin Paché, il est sympa, il nous attend en plus. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Dance va arriver, il n'y a pas de malentendu non plus, on va s'attendre. Et derrière, rebelote, sprint du peloton, voilà. Ça envoie du sprint. Ici, voilà, très bien joué. Pour ceux qui avaient des points à prendre, pas de problème. C'est serré, hein, au maillot du classement par points. Ça devient serré à ce stade-là. Bon, de toute façon, ce sera l'enjeu de la suite, mais pour le moment, c'est un peu tôt pour commencer à spéculer sur quoi que ce soit. Vous voyez, ça s'anime. Le retard actuellement du peloton est de 4,40, et puis
un certain nombre de kilomètres plus loin, c'est-à-dire, on va voir combien j'ai fait la coupure là. Voilà, 10 km plus loin, grosso modo, il a bien réduit, hein, de moitié. Hein, et il n'y a plus qu'un groupe de 90 coureurs en poursuite de 3 échappés, mais qui n'ont plus que 2 minutes 10 environ d'avance. Donc là, on sent bien venir le scénario de cette fin d'étape, c'est que les 3 échappés ils vont se faire avaler par le retour du peloton, et notamment emmenés par la Visma Leasebike, mais pas seulement. Il y a aussi des attaques successives de certains favoris. Vous voyez ici, c'est Gegenhardt, accélération de Fischer Black. On voit aussi que les Lotto Destiny, avec notamment Van Edveld, sont bien présents. Là, c'est encore une accélération ici. Van Edveld avec Geo Gegenhardt, Pidcock, qui reprend déjà les échappées. Moi, j'arrive en tout petit bout de... C'est la fin. Protection de Velasco, elle s'achève. Ça tombe plutôt pas mal, regardez, pile au moment où on peut rebasculer, Bettiol, tiens, voilà, hop, on réinvestit Bettiol en protection de Ayuso, lequel a quand même souffert, il a forcément perdu, vous avez vu, beaucoup de barres jaunes hein, pour en arriver là. Je décide donc de la jouer un petit peu comme sur l'étape que je vous ai montrée en Romandie, c'est-à-dire que je sais qu'il reste encore beaucoup de chemin d'ici à l'arrivée. Il ne faut pas du tout se laisser impressionner par les attaques des uns et des autres. La pire erreur qu'on puisse commettre serait ici de chercher à suivre, et même la deuxième erreur serait de chercher à contrôler avec des équipiers, parce que ce serait en pure perte, et on infligerait en plus à notre leader, je dirais, la nécessité de suivre cela, et donc de perdre aussi de la barre jaune. C'est la barre jaune hein, qui nous importe ici. Attaque de Vingegaard, qui a suivi Ciccone. Mais regardez, hop, il se regarde, ça revient tranquille. Un simple effort curseur nous a ramené sur ces hommes-là. Il reste moins de 10 km désormais, mais c'est encore très long parce que les derniers kilomètres, il y a une vraie pente. C'est très difficile la fin. Hein. Donc, on n'est pas aux abois du tout. Attaque de Pidcock, de Caruso, surtout de Ciccone, de Tao Gegenhardt. Non, c'est Ciccone, Buitrago, Martinez, Harper de la UAE, David Gaudu, Vingegaard qui a suivi. Pas de souci, regardez. Petit effort, 75, curseur. On va reprendre tout ce petit monde-là. On est maintenant à quelques kilomètres de l'arrivée. Il y a encore une velléité d'accélération, vous le voyez, devant. Donc on va pas s'affoler, nous. On va rouler tranquillement. Il y a encore pas mal de pourcentage qui va vraiment fatiguer tout le monde. Et on va y aller tout doucement. Tout doucement. Voilà, on va peut-être juste basculer ici quelqu'un d'autre en protection. Ça va être Fortunato qui va se faire ici protecteur d'Ayuso. Et vous voyez, tout cela, ça a suffi. Alors qu'on a très peu là. On n'a plus de barre jaune. On a juste un peu de barre rouge. Mais ça a fait la diff. Et regardez, on va offrir la victoire à Fortunato. On va la lui offrir parce qu'il y a une vraie avance sur Félix Gall qui ne nous reprendra pas. Battistella a failli faire podium de l'étape, dis donc. On a failli se faire 1-2-3 là-dessus. Regardez comme ça finit mal. Guerrero, Pidcock, je crois que c'est Buitrago. Et regardez, Vingegaard va terminer loin. Trop loin. Ici, à 1,40 environ de Ayuso. Aïe, 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 aïe. Quelle terrible histoire. Bettiol, rescapé de l'échappée, finalement, fait 9e. Ce qui est quand même assez honorable. Et bon, bah là, c'est la victoire de l'effort curseur modéré sur la tactique qui consiste à accélérer dans tous les sens et à se brûler, quoi. Donc, vous voyez, c'est assez terrible. Je suis content d'offrir cette victoire à Fortunato. Vous voyez, c'était simple à offrir, c'était facile, hein. Il suffisait de le laisser en protection et qu'il lui reste un peu de barre, voilà, tout simplement. De toute façon, il n'en restait plus. Ayuso était au bout de son effort, mais voilà, parfait. On est très très content. On offre une victoire à un équipier modèle. Et puis surtout, on va consolider le maillot rose, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. À ce stade, on a désormais 2 minutes 04 d'avance pour Ayuso sur Vingegaard. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et mon Dieu, c'était une opération hyper juteuse au moment d'aborder enfin l'étape 8. Je dis enfin pour l'épisode. Étape 8, attention, piégeuse, sur laquelle certaines différences peuvent peut-être se faire sur le final. On va regarder ça de suite. Alors, la stratégie pour cette étape est la suivante. Déjà, on essaye de rouler pour contrôler d'une certaine façon les choses et éviter, par exemple, que l'échappée ne prenne trop d'avance.
Donc bah voilà, Ballerini et Boll sont deux candidats pour rouler, on va dire tranquillement, hein, juste pour maintenir un écart. Pire, voilà, 3-4 minutes, ça peut aller encore. Et puis après, bah, étant donné que Fortunato a pris la sienne, que Bettiol a, bon bah là c'était très surprenant, a pris la sienne également, et Ayuso, bah, ça avait déjà été le cas précédemment, bah, moi je me dis que c'est le jour ou jamais pour donner un petit ticket à Battistella, pour qu'il ait sa petite liberté là, dans les difficultés du final, pour tenter un petit quelque chose. On est encore très très loin de la fin de ce Giro. Et donc, bah, j'ai décidé de jouer pour Samuele Battistella. Alors, comment est-ce que donc, je me suis organisé ensuite? Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que l'échappée est relativement contrôlée par notamment nos coureurs qui ont roulé. Là, évidemment, sur chaque sprint intermédiaire, vous avez un gros travail des équipes de sprinters pour, on va dire, les placer le mieux possible pour aller chercher les quelques points qui restent, parce qu'il y a quand même 5 hommes à l'avant. Hein. Et donc après, le reste du temps, c'est nous qui roulons, mais tranquille, quoi. On roule pas très fort, parce que sinon, on tiendra pas bien longtemps. Et il s'agit de pouvoir maintenir cet effort très loin. Dans les descentes, on se calme. Et puis surtout, il n'y en a pas beaucoup des descentes, mais on sait jamais. Puis surtout, dès qu'on voit que ça travaille chez d'autres équipes, bah, on se relève, hein, c'est la base. On va quand même pas se fatiguer pour rien. Par contre, voilà, hop, on y retourne dès lors que l'intermédiaire est passé. Puis après, il va falloir essayer de mettre en place notre plan. Alors, le plan, il est le suivant. On a Christian Scaroni et Velasco qui peuvent rouler un petit peu dans le désordre. On verra un petit peu la manière dont ça se passe. Et Ballerini Boll passer en protection au moment idéal, avant de se consommer totalement, hein, et puis après on n'ira pas plus loin. Fortunato peut soit rester planqué avec Ayuso, soit peut-être contribuer, et puis on a Alberto Bettiol, hein, qu'on n'a pas encore du tout utilisé, parce que lui il est bien planqué également, et c'est pour ça qu'en fait l'essentiel du boulot, là, jusque-là, il a été fait par Boll, Ballerini, Velasco et Scaroni. Donc voilà, partage des tâches habituelles dans notre équipe. Ce qui fait que, regardez, on a repris les échappés, les pauvres, on les a repris, et il reste quand même encore 36 km. Hein. Donc c'est loin d'être fait, il y a encore, je dirais, pas mal de vigilance à avoir, il faut rester bien placé, faut penser à pas trop se consommer, mais à quand même imprimer un rythme, parce que progressivement le peloton perd des éléments, et puis ce sera encore le cas dans ce qui va suivre. Voilà, une petite descente à gérer proprement ici, nécessité de bien maintenir le rythme. On voit que Bettiol entre en scène. Je cale d'ores et déjà Battistella dans la roue de Bettiol, car pour pouvoir attaquer, il faut être aux avant-postes. Si vous êtes en 12e position, c'est pas exactement... en tout cas, l'IA le fait, mais moi, si je le fais, je bouffe toute ma barre rouge, et voilà, vous m'avez compris. Donc, voilà, Bettiol, très gros effort. Velasco est passé cette fois protecteur d'Ayuso. Et puis devant, vous voyez Bettiol qui travaille très dur. Ça, c'est pour enlever toute envie à certains d'attaquer. Pourtant, il y en a quand même qui tentent. Hein. Regardez, très bien, logique. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que au moment où on voit que ça bute un peu, on va y aller, accompagné de deux hommes qui sont Georg Gegenhardt et David Gaudu. Vous avez Battistella comme ça qui franchit... ils sont tous les trois là, ils franchissent la dernière difficulté du jour. Et la petite avance qui a été prise permet de se dire que les trois hommes, oui, vont se disputer la victoire d'étape. Parfait, pour l'instant on est dans les clous. C'est à peu près ce que j'avais prévu de faire. Peloton réduit, mais avec, on va dire, les principaux favoris, donc rien à signaler de particulier. Je mets juste un petit curseur sur Ayuso, histoire de ne pas subir un écart de temps vis-à-vis de Vingegaard. Allez, c'est parti, on lance. On lance d'un peu loin, mais, vous voyez, je me méfiais de me faire surprendre également. Et là, ouf, ça passe pas loin. Hein. Georg Gegenhardt, il a failli nous coiffer au poteau, mais c'est donc une victoire pour Samuele Battistella. En fait, ça s'est passé exactement comme j'avais rêvé que ça se passe. Donc c'était assez intéressant.
M'arrive pas souvent, mais là j'ai l'air d'avoir un bon karma avec ce Giro, parce que les choses se passent grosso modo vraiment comme prévu. L'équipe est forte, mais on arrive quand même bon, il y a quand même du monde en face, faut pas rigoler non plus, hein, mais ouais, l'équipe est suffisamment forte pour qu'on soit relativement en maîtrise de la situation proposée. Victoire donc pour Battistella, et Général qui n'a pas beaucoup bougé, hein, on va pouvoir le voir immédiatement, voilà. Ayuso conserve 2 minutes 04 sur Vingegaard, c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Tout le reste, c'est pas intéressant. 2 minutes pour Ayuso sur Vingegaard, le reste, je vous dis, on n'en a rien à faire, on est beaucoup trop loin de l'arrivée, et puis les accessites, on verra plus tard, le podium, etc. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Fortunato, très temporairement, à l'Azzurro sur les épaules, mais pareil, pas de conclusion active, il n'y a rien à dire. Pour le moment, c'est comme le classement, regardez, Cyclamen, Meus, 1 point d'avance sur Dens et Bettiol. Encore une fois, aucun commentaire, tout va se décanter plus tard. Le maillot blanc est très joli, mais j'espère qu'on le portera le moins possible. Évidemment, ça sera plutôt bon signe. Et puis sinon, ça fait plaisir parce que finalement, Battistella, à part sa 4e place sur le 3 Saxo classique, au final, il s'était pas trop payé ces dernières semaines, il était plus en préparation, on me dirait. Bon, bref. L'étape 9 que je vous proposerai à l'épisode suivant sera déjà un long contre-la-montre plat, attention, puis des étapes 10, 11, 12 sur lesquelles peu de difficultés réelles nous attendent, une étape 13 sur laquelle quand même pas mal de choses peuvent se jouer, sait-on jamais, il faudra rester très vigilant. 14 et 15, je suis pas non plus alarmé. La 15 est belle, hein, c'est un petit clin d'œil autour de Lombardie. La 16, longue montée finale, donc on va voir quelle stratégie adopter. On aura également une petite transition sur l'étape 17, et ensuite, il va falloir à un moment donné, on verra où en sera le classement bien sûr, hein, mais veiller à ce que Vingegaard soit bien seul, éliminer ses coéquipiers, et essayer de terminer le boulot au soir de l'étape 19 et ne pas se reposer sur un hypothétique contre-la-montre de l'étape 20 sur lequel il est capable peut-être de nous mettre une misère, sait-on jamais. Voilà, je vous dis à plus, on va terminer ce Giro au prochain épisode, bye bye.